Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, on a le plaisir pour cette nouvelle édition de la Semaine du Cerveau d'être dans les locaux du Quai des Savoirs. On est ravis de vous voir si nombreux. C'est une conférence qui se déroule dans le cadre de l'exposition du Quai des Savoirs qui s'appelle Feu, Méga Feu, qui est donc en cours jusqu'au 5 novembre prochain. Et donc sur cette thématique, nous avons le plaisir aujourd'hui, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être à côté de Jonathan Cureau qui va nous faire une présentation qui s'appelle Criser au feu. Jonathan est médecin épileptologue au CHU de Purpan, il est chercheur au CNRS au laboratoire du CERCO. Donc la conférence va parler de l'épilepsie, mais je vais le laisser vous en dire plus. Il va donc présenter, mais vous pourrez bien sûr échanger avec lui en suivant si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Très bonne conférence. Bien, bonsoir à tous. Merci Laure pour l'introduction. Alors, ce soir, on m'a demandé de vous parler, dans le cadre de cette exposition et de la Semaine du Cerveau, de feu et d'épilepsie. Et alors, j'avoue que quand Laure m'a proposé le sujet, je suis resté très perplexe. J'ai même beaucoup séché. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi je ne m'aiderais pas de ChatGPT ? C'est à la mode. Je pense que vous connaissez tous ChatGPT. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette intelligence artificielle qui justement attise beaucoup d'angoisse et d'incertitude sur le futur. Et donc je lui ai posé la question, par exemple, quel est le lien entre feu et épilepsie pour m'aider un petit peu. Alors voilà ce que l'algorithme me propose, alors on va le lire ensemble. Le lien entre feu et épilepsie peut être dû à plusieurs facteurs. L'épilepsie est une maladie neurologique caractérisée par des crises convulsives récurrentes, qui peuvent être déclenchés par divers facteurs, y compris des stimuli visuels tels que les lumières clignotantes ou les motifs en mouvement rapide. Donc jusque-là, c'est pas mal. Le feu peut être également un déclencheur de crise d'épilepsie chez certaines personnes, en particulier si elles ont une sensibilité photosensible. Alors là, on voit déjà les limites de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont inquiets, c'est pas encore parfait. Mais on continue. Les feux de flamme, les feux d'artifice ou les stroboscopes peuvent provoquer des pics lumineux intenses qui peuvent déclencher une crise chez les personnes photosensibles. Donc jusque-là, une idée, ouais, la photosensibilité. Et en outre, les crises d'épilepsie peuvent parfois provoquer des incendies, en particulier si elles surviennent pendant que la personne est en train de cuisiner ou de manipuler des sources de chaleur. Les convulsions peuvent faire tomber des objets inflammables ou renverser des liquides inflammables, provoquant ainsi un incendie. Alors, celle-là, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que même quand mes patients me posent des questions sur les risques liés aux crises qui déclenchent un incendie, c'est pas forcément la première chose qui me vient en tête, mais ça reste logique. Et si on continue, il est important de noter que la sensibilité photosensible et les déclencheurs de crise, ça gratte un peu l'oreille, mais varie d'une personne à l'autre et que les personnes atteintes d'épilepsie devraient consulter leur médecin pour discuter des précautions à prendre pour éviter les déclencheurs potentiels de crise, y compris les stimuli lumineux. Voilà, donc on peut dire merci à ChatGPT. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se questionnent par rapport aux performances de cet algorithme, je lui ai posé plusieurs fois la question. Il m'a proposé des choses sensiblement différentes sur la forme, mais sur le contenu, c'était toujours la même chose. C'est-à-dire, c'était la photosensibilité et éventuellement les traumatismes physiques qui peuvent découler des crises d'épilepsie avec les brûlures et le feu, donc ce qui paraît plus logique. Mais je vais vous montrer quand même qu'on peut aller plus loin que l'intelligence artificielle et qu'on peut jouer en fait avec les mots, et notamment entre justement les mots autour du feu, avec toute cette sémantique, et pour avancer un petit peu justement dans la compréhension de la pathologie épileptique, parce que finalement l'histoire de l'épilepsie avec le feu, c'est pas si récent que ça. Alors est-ce qu'il y a des mots qui vous viennent par exemple en tête là, entre feu et épilepsie, à part brûlure, incendie, photosensible, feu d'artifice? Thermocoagulé. Ouais. Je vous ai mis. Fire. Brûlure. Ouais, je vous ai aidé. Hein. Vous pouvez en récupérer. Pardon. Allez-y. Hein. Vous pouvez crier. Ne me laissez pas seul. Allez-y. Oui, très bien. Inflammation, parfait. Trigger. Fire. Fire. Alors on va jouer sur le français, l'anglais, je prends quelques libertés, sinon ça risque d'être restreint malgré tout. Allez, je vous laisse encore 30 secondes. Ouais, on a dit. Alors, j'y vais. Alors c'est juste quelques exemples des mots qu'on va traiter aujourd'hui.
par exemple, il y en a un qu'on va commencer par exemple par bûcher. Alors celui-là, vous ne l'avez pas vu, j'ai un peu triché. Fireman pour le pompier. Le kindling, on verra ce que c'est. Les armes, bon, ça nous permettre de parler de certaines choses. Et ce que je vous propose, c'est de les prendre, alors ce sera peut-être un petit peu décousu, mais de les prendre un par un et puis de dérouler pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la pathologie épileptique. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est que vous démontrer que la sémantique du feu, ça va nous permettre de refaire un peu d'histoire de l'épilepsie et de parler notamment de la stigmatisation dont fait encore l'objet cette pathologie dans certaines régions du monde. Ça va nous permettre de parler rapidement de physiopathologie, ça va nous permettre de traiter également des modèles d'études de la maladie épileptique, ça va nous permettre aussi d'évoquer les symptômes cliniques que les malades peuvent ressentir et de parler des causes de la maladie, donc les étiologies. Et on finira par quelques notions de thérapeutique et de prévention. Et l'idée, évidemment, c'est d'éteindre un certain nombre d'idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, nous, c'est notre quotidien à la consultation d'essayer de faire taire certaines croyances par rapport à la maladie qui restent très répandues. Alors si je vous dis bûcher, ça vous évoque quoi? Ouais, sorcier. Et une sorcière célèbre. C'est Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc a fini sur un bûcher, et alors, c'est peut-être farfelu, mais il y a des théories en tout cas très sérieuses qui sont apparentes dans des publications scientifiques qui démontrent, en tout cas qui proposent que Jeanne d'Arc ait pu être épileptique. Et ça tient sur des descriptions de symptômes, sur le contenu de ses hallucinations, sur leur caractère très bref, répété, qui peut survenir dans la veille, dans le sommeil. Et donc c'est un argumentaire qui finalement tient la route, même si on n'arrivera jamais à le démontrer, parce qu'on ne pourra jamais lui faire d'électroencéphalogramme, jamais d'imagerie cérébrale, on ne pourra jamais la réinterroger. Néanmoins, il y a vraiment plusieurs écrits qui proposent qu'elle ait pu être épileptique, et malheureusement, qu'elle a fini sur un bûcher, peut-être à cause de la pathologie et des croyances qu'on y associait à l'époque. Alors, l'idée, c'est de vous présenter cet exemple pour vous parler justement de la stigmatisation qui est en lien encore avec la pathologie épileptique. Il faut savoir que l'épilepsie, c'est une maladie qui est très répandue. C'est 70 millions de personnes dans le monde, donc c'est une maladie qui est neurologique très fréquente. Si on se place sur la France, c'est 650 000 patients environ. Alors, ce sont des chiffres très approximatifs, qui méritent peut-être d'être actualisés, mais on est dans cet ordre-là. Et on va avoir en tout cas des traces d'une stigmatisation et de croyances autour de cette pathologie qui était encore présente en Occident ces dernières décennies, puisque jusque dans les années 70, il était encore légal outre-Atlantique d'interdire l'accès aux restaurants, au théâtre, à des lieux publics pour les patients épileptiques. C'est encore très présent dans certaines régions du monde, et notamment en Afrique subsaharienne, où vous allez avoir une grande proportion de la population qui a encore des représentations surnaturelles en lien avec la maladie épileptique. Si par exemple on interroge une population de sujets tout venant, 13% vont penser que les malades épileptiques sont possédés par des esprits maléfiques, par des esprits démoniaques, et en font des sorciers. Et vous avez encore des pays d'Asie où c'est un motif d'interdiction ou d'annulation des mariages. Alors on n'est plus là en Europe, on n'est plus là en Occident, mais c'est pour vous montrer que cette maladie souffre encore de certains stigmates et de fausses croyances sur lesquelles il faut lutter. Il faut sans arrêt faire de la prévention et de l'information autour de cette pathologie neurologique. Alors, ChatGPT nous a aidés, on nous a parlé de brûlure. Évidemment, la première chose qui vient en tête quand on parle d'épilepsie et de feu, ça peut être les conséquences traumatiques, et on va pouvoir effectivement avoir des blessures dans cette pathologie. Tous les épileptiques ne se blesseront pas, mais il peut y avoir des blessures quand on a une altération de la conscience, qui peut aller jusqu'à une perte de connaissance, qui peut mettre en danger les malades épileptiques. Et parmi ces blessures, on retrouve effectivement les brûlures, quand on manipule des bouilloires, par exemple, ou quand des patients chutent sous l'eau chaude dans une douche ou sous un radiateur. C'est des événements qui peuvent survenir et s'accompagner de ce type de complications. Mais ce terme, brûlure, en fait, vient souligner tous les challenges qu'il reste aujourd'hui à relever pour traiter, pour accompagner les patients épileptiques. On a effectivement encore un grand nombre d'hospitalisations. Encore une fois, on va le voir, il y a un grand nombre d'épilepsies, un grand nombre de types d'épilepsies différents. Toutes les épilepsies ne sont pas aussi graves les unes que les autres. Certains patients ne verront jamais l'hôpital, mais il y a encore un grand nombre de cas où on va retrouver les patients en hospitalisation. Dans de très rares cas, on peut avoir des cas de décès liés à la maladie épileptique. Encore une fois, c'est rare, presque exceptionnel, mais ça peut malgré tout être le risque est plus important que dans la population générale.
Et on va aussi retrouver une proportion significative de patients avec un handicap socio-professionnel en lien avec la répétition des crises. Et l'un de nos grands challenges dans le suivi médical des patients, c'est d'essayer justement de prendre en charge ces différents aspects. Il faut savoir aujourd'hui qu'avec plus de 20 molécules disponibles anti-épileptiques qui sont là pour essayer de prévenir les récidives de crise, vous avez encore 30% de patients qui présentent encore des crises, malgré des essais thérapeutiques différents, des lignes thérapeutiques en associations différentes. Vous avez donc une majorité de patients qui va bien répondre aux médicaments antiépileptiques, mais encore 30% de pharmacorésistance. Et donc, dans cette population-là, un certain nombre de challenges, car c'est celle qui est la plus exposée aux hospitalisations et aux handicaps socio-professionnels. Alors, pour continuer à parler de feu et de sémantique de l'épilepsie, je voudrais juste, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec cette pathologie, revenir sur des concepts clés. Le premier concept, c'est la définition. L'épilepsie, c'est une maladie chronique dans laquelle vous allez avoir une répétition de crises épileptiques. Une personne qui fait une crise d'épilepsie dans sa vie ne sera pas forcément épileptique, c'est vraiment la répétition. Il y a une fragilité cérébrale qui vous expose à une récurrence de crise. Une récurrence de crise avec une périodicité qui va être variable, une fréquence variable en fonction des malades, en fonction des situations. Et on peut de temps en temps avoir, dans certains cas, une répétition de ces crises de manière très rapprochée. Il faut savoir que dans la plupart des cas, les crises démarrent, elles vont s'arrêter spontanément. On a des périodes entre les crises où les sujets sont dans un état normal, ou en tout cas où il n'y a pas d'activité critique. On peut de temps en temps avoir ce phénomène d'état de mal, où les crises par contre vont s'enchaîner sans un retour à l'état normal entre les crises. C'est des situations d'urgence. Et là, on va pouvoir utiliser facilement la métaphore d'embrasement, pour rester dans la thématique d'aujourd'hui, de la maladie épileptique. Mais la maladie épileptique, c'est donc une maladie chronique, récurrence des crises. Entre les crises, on revient à un état de base normal, et on va avoir une cinétique en termes temporels, une échelle temporelle qui est de l'ordre de la seconde, de la minute pour les crises d'épilepsie. On va pouvoir enregistrer ou avoir, en tout cas entre les crises, des activités pathologiques beaucoup plus brèves, qu'on va appeler activités épileptiques intercritiques, qui sont des activités cérébrales anormales, mais trop brèves pour être symptomatiques, mais qui vont nous aider, nous, en tout cas cliniciens, médecins, pour le diagnostic des crises d'épilepsie, du type d'épilepsie, quand on suit par exemple les malades entre les crises d'épilepsie. Alors, encore une idée très simple, très basique, mais pour bien comprendre la suite, l'épilepsie, donc répétition de crise, et qu'est-ce qu'il se passe pendant la crise? Et bien, pendant la crise, vous avez au niveau cérébral un déséquilibre qui s'installe brutalement, un déséquilibre entre des molécules excitatrices et des molécules inhibitrices qui permettent le fonctionnement neuronal. En temps normal, vous avez une balance qui est tout à fait bien régulée entre excitation et inhibition, et pendant la crise, vous allez avoir trop d'excitation, pas assez d'inhibition, et donc les neurones finalement vont se mettre à trop fonctionner dans des régions cérébrales plus ou moins limitées. Et le but des médicaments antiépileptiques finalement, ça va être de revenir à l'état de balance entre cette excitation et cette inhibition au niveau cérébral. Et alors, le terme anglais pour les médicaments antiépileptiques est beaucoup plus adapté que celui qu'on utilise en français, car en anglais on utilise anti-seizure medication, qui veut dire un médicament contre les crises, car il faut savoir que le traitement qu'on donne aux patients, les molécules qu'on va donner, tous les médicaments antiépileptiques que l'on donne, sont des médicaments qui préviennent les récurrences de crise, mais qui ne vont pas avoir pour but de guérir la maladie épileptique, car ils n'agissent pas sur la cause même du désordre à l'origine de déséquilibre entre excitation et inhibition. Donc le terme anti-seizure medication apparaît beaucoup plus pertinent que le terme médicament antiépileptique. Donc des concepts de base, mais qui vont vous permettre de comprendre la suite et comprendre beaucoup de choses sur la maladie épileptique. Alors, un mot en lien avec le feu et qui est à l'origine finalement de beaucoup de choses dans le raisonnement sur l'épileptogénèse, sur la survenue des crises, sur la survenue de la maladie épileptique, c'est le mot foyer. Donc foyer, ça vient du latin focus, qui veut dire feu, ça a évolué vers foyer, donc on est clairement dans la sémantique du feu. Et ça va nous amener à une distinction entre ce qu'on appelle épilepsie focale et épilepsie généralisée. Alors la différence, c'est quoi ? Eh bien, vous allez avoir des épilepsies dans lesquelles les crises vont concerner d'emblée tout le cerveau. C'est-à-dire que vous avez un dysfonctionnement cérébral qui est d'emblée global, ou en tout cas d'emblée très diffus en termes de réseau mis en jeu. Et on parle ici de
épilepsie généralisée, donc des crises qui sont d'emblée généralisées, qui peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des crises convulsives avec les convulsions, celles qui sont les plus connues, les plus répandues dans l'inconscient collectif, mais vous avez également les absences où des gens rompent complètement le contact et ne font rien d'autre. Ce sont des épilepsies généralisées. Et vous avez les épilepsies focales, qui, elles, sont les plus fréquentes, où vous allez avoir un dysfonctionnement cérébral dans une région limitée au départ. C'est le départ de la crise, il est dans une région bien précise, et la crise va ensuite emballer, c'est-à-dire concerner une partie plus ou moins importante du cerveau. On peut avoir une diffusion de la crise, ce qui fait que dans les épilepsies focales, on a des crises qui démarrent toujours à un point précis, qui peuvent rester limitées à un point précis, mais qui peuvent être parfois secondairement généralisées s'il y a eu une propagation. Mais la différence entre les deux, c'est vraiment ce point de départ, soit d'emblée généralisé, soit d'emblée focale. Pourquoi il faut faire la distinction ? Eh bien, ça va nous aider en clinique à repérer des causes différentes d'épilepsie, l'évolution, l'histoire naturelle, elle est différente, les traitements qu'on va proposer aux malades sont différents, le suivi donc va être adapté. Donc c'est très important pour nous, en tout cas médecins, cliniciens, de caractériser l'épilepsie sur son type, généralisé ou focal, pour ensuite mieux prendre en charge les malades. Et donc c'est un terme que vous retrouverez en tout cas de manière très répandue dans les articles scientifiques, comme par exemple ici je vous en ai juste mis un exemple sur épileptique foci. C'est vraiment quelque chose qui a été à la base du raisonnement scientifique pendant des décennies, ce foyer épileptique. Alors à ce foyer, est-ce qu'il est facilement localisable, focalisable? Alors dans certains cas, oui. On va, par exemple, vous avez ici des exemples d'IRM encéphalique, donc des photos du cerveau. C'est un cerveau qui est vu de dessous. Là, vous avez par exemple une anomalie vasculaire dans cette région qui est la région temporale interne. Vous avez ici une autre anomalie inflammatoire au niveau de l'hippocampe. Là, une lésion beaucoup plus diffuse, qui est une tumeur. Ces lésions sont épileptogènes avec des malades qui développent une épilepsie focale en lien direct avec ce type de lésion. Mais ça devient plus difficile, par exemple, quand l'IRM est normal, on ne voit rien. Et c'est très fréquent dans l'épilepsie, par exemple, qu'on suspecte focale, à point de départ précis, de ne pas observer de lésion cérébrale. Ça ne va pas remettre en cause le diagnostic. Il ne faut pas oublier que cet IRM, ça reste une photo, alors j'emploie une image toujours très basique pour les malades, mais c'est une photo satellite, on ne voit pas les structures neuronales en détail. Ces milliards de neurones qui composent votre cerveau, vous ne les repérez pas sur ce type d'imagerie, donc on pourrait très bien passer à côté d'un réseau anormal. Alors comment on fait pour essayer de localiser un réseau épileptique, un foyer épileptique? Eh bien, on va s'aider de l'électrophysiologie, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. On place des électrodes sur le crâne des sujets et on va enregistrer des différences de potentiel entre deux électrodes et donc capter l'activité électrique cérébrale. Et on va pouvoir repérer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces activités pathologiques qui sont des activités épileptiques intercritiques très brèves. On est à moins d'une seconde, en tout cas en termes de durée d'échelle temporelle, et ça va nous aider à repérer par exemple la zone qui dysfonctionne, même si l'IRM ne montrait pas d'anomalie dans le cadre de cette épilepsie. Alors le foyer épileptique, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Parce qu'il ne faut pas oublier finalement que ça a l'air facile, là, dans ce type de situation, c'est une notion qui marche bien si on veut réfléchir à une chirurgie, mais ça devient tout de suite plus compliqué, comme je l'ai évoqué, quand les IRM sont normales, et par exemple dans les cas génétiques. Est-ce que finalement ce terme est vraiment approprié, pertinent dans des situations? Et on voit que ça ne fonctionne pas dans toutes les situations épileptologiques. Et donc finalement, le terme foyer épileptique, c'est un peu l'âge du feu, l'âge de pierre de l'épileptologie. C'est un terme qui est désuet, qui n'est plus du tout valide en termes scientifiques. Aujourd'hui, on parle de réseau épileptique, donc il faut vraiment vivre avec son époque. On est vraiment dans une ère numérique, une ère des réseaux, mais ça marche aussi pour l'origine des crises d'épilepsie. Vous allez avoir effectivement une réflexion autour du point de départ des crises, même si on continue de parler d'épilepsie focale, c'est là toute l'ambiguïté de la terminologie médicale, de la classification des maladies, mais si on parle d'épilepsie focale, aujourd'hui on est plutôt vraiment dans une ère d'explication du début des crises par le réseau épileptique et plus par un simple foyer épileptique. Alors c'est quoi le réseau épileptique? Aujourd'hui, la notion qui va être en tout cas plus pertinente, c'est la zone épileptogène. C'est un réseau, la zone épileptogène, qui correspond à différentes structures cérébrales qui vont se coactiver
au départ de la crise. Donc vous n'avez pas une seule structure, vous avez une coactivation d'un réseau, donc c'est déjà quelque chose de plus complexe qui va définir la zone épileptogène en début de crise et qui va plus ou moins se propager à d'autres réseaux, qui va entraîner avec elle d'autres réseaux. Et ce qui est intéressant avec la zone épileptogène, avec ces nouveaux contextes, c'est qu'on s'est rendu compte que chez certains malades, elle pouvait être parfaitement superposable à une lésion qui est visible sur l'IRM, mais qu'on avait des situations où par contre on avait des dissociations entre cette zone épileptogène et la lésion cérébrale. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est peut-être le moment justement d'en profiter. Ah, c'est revenu. Pas de questions? C'est clair? Ouais. Alors je continue. Donc zone épileptogène. Alors là, je reprends des termes qui reviennent souvent en consultation. Donc même moi, j'ai parlé par exemple d'embrasement sur la maladie épileptique. Effectivement, quand on a par exemple des récidives de crise qui continuent de s'enchaîner, on va parler d'embrasement. Quand on a une région, un point de départ, il est facile de dire que ça va embraser d'autres structures cérébrales. Et une question que demandent beaucoup de malades, ou en tout cas une crainte, c'est est-ce que ces neurones vont être grillés par la crise épileptique? En tout cas, c'est un mot qui revient fréquemment dans les questions de consultation. Alors, à votre avis, est-ce qu'on grille vraiment ces neurones avec des crises d'épilepsie? Oui, c'est vrai, non. Pour comprendre ça, on va revenir à la dynamique de la crise d'épilepsie. Alors, c'est très schématique. Vous avez ici un électroencéphalogramme, qui est un exemple d'un électroencéphalogramme qu'on a enregistré chez l'un de nos malades. Vous avez une représentation de différentes structures qui ont été enregistrées. Donc, vous allez par exemple ici avoir les structures qui correspondent à la zone de départ des crises, la zone épileptogène, des structures qui correspondent à du tissu sain, vraiment les dernières lignes du bas, et des structures qui correspondent à la zone de propagation. Ici, on est dans la situation avant la crise. On voit qu'il y a de temps en temps des activités pathologiques épileptiques intercritiques. La crise démarre, et vous allez avoir donc une décharge neuronale. Donc les neurones se mettent à trop fonctionner dans cette région, hyperactive. Et donc on est ici dans la zone épileptogène. Vous avez une propagation de cette activité dans la zone de propagation. On est dans le début de crise. On continue dans la fin de crise. Donc la crise continue. Et ce qu'on voit après la crise, alors c'est tout petit, mais c'est un aplatissement de l'activité. Donc les neurones sont quasiment à l'arrêt. Ils sont fatigués. Ils ont trop fonctionné. Je prends une image encore une fois très simple, mais c'est comme s'ils avaient fait un sprint alors qu'on ne leur avait pas demandé et ils s'arrêtent brutalement. Et le temps de se remettre à marcher pour revenir à cette situation-là, il en faut un certain temps finalement pour récupérer, refaire leur réserve énergétique et pour revenir à la situation initiale. Et si on regarde une heure après la crise, eh bien, on n'a pas une disparition de ces populations neuronales, on récupère l'activité cérébrale. Donc les neurones ne sont pas grillés par la crise d'épilepsie, ils ont juste trop consommé d'énergie pendant la crise. Ils vont mettre du temps à récupérer, alors plus ou moins longtemps en fonction des lésions, en fonction des points de départ de crise, en fonction du type d'épilepsie, de l'âge également du patient, mais finalement ils vont revenir à leur état initial. Donc sur l'échelle temporelle d'une crise d'épilepsie, on n'a pas cette idée de neurones, de perte neuronale massive après la crise d'épilepsie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La crise d'épilepsie, il faut la voir comme une dynamique d'hyperfonctionnement, d'hypersynchronisation neuronale qui se met en marche et qui peut entraîner avec elle d'autres structures, mais pas de manière irréversible. Alors, on a dit foyer. Foyer, c'est plus d'actualité. Donc maintenant, il faut parler réseau. Mais je vais vous montrer qu'il y a quand même toujours un peu de feu dans la zone épileptogène. Et là, alors, on va sortir du langage écrit. On va passer plutôt au langage visuel. Et je ne sais pas vous, mais ce type de représentation, pour moi, il y a un peu de feu. Alors c'est quoi pour les non-initiés? Je vois qu'il y a quelques étudiants donc, qui savent lire ce type de représentation, mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Vous avez ici un exemple d'électroencéphalogramme. Donc c'est pour vous montrer la manière que l'on a en sciences et en médecine de lire les tracés, les activités électrophysiologiques. On a la première façon de les lire, c'est évidemment de les regarder. Donc il y a une lecture visuelle et c'est ce qu'on fait nous en clinique. Là, on sait qu'il y a une crise qui commence quand on regarde l'activité. Mais on peut aller plus loin, faire entre guillemets une décortication du signal électroencéphalographique. Et là, on va s'aider d'outils informatiques, d'outils d'algorithmes, de formules mathématiques. Et on va prendre par exemple l'exemple de cette ligne. Eh bien, elle est composée d'une activité électrique qui est elle-même composée d'oscillations qui ont des fréquences différentes. Donc c'est toute la somme de ces différentes activités qui crée ça sur le EEG. On utilise des formules mathématiques, par exemple une transformée de Fourier, pour décomposer le signal à cet instant donné. Et voilà le type de représentation que l'on peut obtenir. Ce sont des cartes
temps-fréquence. Vous avez le temps qui est représenté là, les différentes fréquences qui correspondent, qui composent votre signal à un moment donné. Et donc la puissance, l'importance d'une oscillation donc dans sa fréquence qui lui est propre à un moment donné, elle est représentée par une échelle de couleurs qui peut aller donc ici du sombre jusqu'au jaune et qui va vous donner une idée de l'importance. Et si on prend cet exemple, eh bien là on est dans le départ de la crise, on a des activités à très haute fréquence et ça nous donne cet aspect de flamme finalement sur ces cartes temps-fréquence. Maintenant si je vous dis bouffée de chaleur, donc là je fais sans transition, est-ce que ça a un lien avec la maladie épileptique ? Alors on dit non, il fait juste une pause pour parler de la ménopause, mais pas du tout. La bouffée de chaleur, c'est un des symptômes que peuvent ressentir certains malades épileptiques. Alors c'est ceux qui vont avoir des crises qui vont concerner par exemple la région temporale interne. Avec la bouffée de chaleur, c'est un des symptômes que l'on catégorise comme symptômes végétatifs, comme par exemple des frissons, des sueurs, un changement de la couleur cutanée, on peut avoir ce qu'on appelle une rougeur, donc une rubéfaction, ou des gens qui deviennent pâles, associés très souvent à des symptômes émotionnels, des sensations d'angoisse, des sensations désagréables qui montent de l'estomac, donc ça peut être des symptômes de crise d'épilepsie. Donc l'idée, en fait, c'est de vous dire que la symptomatologie des crises, elle est très variée. Vous avez sûrement tous en tête ces crises avec convulsions, perte de connaissance, où les malades vont présenter des tremblements, des secousses, une raideur et tomber au sol et mettre du temps à récupérer. Cela correspond à la symptomatologie des crises qui sont déjà devenues généralisées. Mais dans les crises d'épilepsie qui démarrent par un point de départ bien délimité, les crises d'épilepsie focale, vous allez avoir des symptômes qui vont être en lien avec la région cérébrale qui est concernée. Et ces symptômes, finalement, ils peuvent être extrêmement variés en fonction de la zone cérébrale qui est concernée. Donc si ça démarre dans la région temporale interne, comme ici, on peut avoir des symptômes végétatifs émotionnels. C'est aussi le cas dans d'autres structures cérébrales, comme par exemple ici, dans le cortex cingulaire, qui est une structure profonde. Dans la région temporale, certains patients vont ressentir des phénomènes mnésiques, comme des sensations de déjà-vu en début de crise. D'autres vont présenter des automatismes, des répétitions de mouvements, comme par exemple des mâchonnements, des mouvements de déglutition. Si on se trouve dans un hémisphère dominant pour le langage, on peut avoir des troubles du langage. Alors je vous ai mis, c'est très anecdotique, mais c'est parce qu'on a parlé de Jeanne d'Arc, mais on peut avoir des hallucinations extatiques par certaines crises vasculaires. Encore une fois, généralisez pas parce que c'est très rare. Il y a des phénomènes visuels chez les patients qui ont des crises qui impliquent la région occipitale, des phénomènes de vertige ou d'illusion de transformation corporelle ou de difficulté à se percevoir dans l'espace, etc. Donc, vous pouvez avoir également des comportements moteurs complexes, des clonies, c'est juste des secousses d'un bras ou d'une jambe en fonction de la région où on se trouve. Donc la symptomatologie des crises, elle est très variée en fonction de la région cérébrale qui est concernée. Alors, on fait un bond maintenant si je vous dis fires. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? En anglais, ça veut dire feu. Ok, ou les feux. Alors le fires, c'est quoi? Le fires, ça nous renvoie à inflammation. Là aussi, ça colle à flamme au sujet. Alors le fires, c'est une entité, c'est un acronyme anglais pour décrire Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome. C'est un cadre syndromique, c'est une pathologie qui a été découverte relativement récente, en fait, qui correspond à une forme d'épilepsie très rare de l'enfant, qui se développe en contexte fébrile, mais dans un contexte fébrile qui reste indéterminé. Les crises sont d'emblée très fréquentes, très répétées, ça évolue sous des formes d'état de mal, d'encéphalopathie épileptique, c'est-à-dire que les patients restent malades entre les crises à cause de la répétition des crises d'épilepsie. Et pourquoi je vous en parle? Déjà évidemment parce que l'acronyme colle à la thématique, mais pour vous expliquer finalement que les causes d'épilepsie, elles vont être très variables. Vous allez avoir effectivement des causes qui sont en lien avec une inflammation cérébrale. L'inflammation, pour être très schématique, c'est quand votre système immunitaire va développer une cascade de réactions anormales et qui vont s'attaquer à vos propres cellules, et notamment aux cellules cérébrales. Donc vous allez avoir des épilepsies qui vont, par exemple, comme le fires chez l'enfant, être développées dans des contextes inflammatoires. Alors dans des contextes inflammatoires qui ne sont pas tous aussi catastrophiques que ce mode d'évolution qu'est le fires. Il peut y avoir d'autres maladies auto-immunes, des infections qui peuvent être à l'origine, de lésions cérébrales. Et vous avez toute une série de causes différentes de l'épilepsie. Vous allez avoir par exemple des malformations vasculaires, vous allez retrouver également des malformations corticales de développement. Alors ici c'est un exemple où vous avez simplement un sillon qui n'est pas tout à fait normal.
c'est en fait une erreur de programmation dans l'embryogenèse. Les neurones ne se sont pas rangés où il faut au niveau cérébral. Tout le reste du cerveau fonctionne bien, mais dans cette structure, finalement, il y a un mauvais positionnement, un mauvais agencement des structures neuronales, et ça suffit à faire le lit d'une épilepsie. Vous avez également des cas de tumeurs qui peuvent être plus ou moins étendues, des séquelles d'AVC, des séquelles traumatiques, des maladies neuroévolutives comme la maladie d'Alzheimer, et évidemment des causes génétiques, où là, les IRM vont être dans un grand nombre de cas complètement normales. Donc tout ça pour vous introduire l'idée que l'épilepsie, c'est vraiment tout un panel de causes différentes. Il y a énormément de profils, et des profils d'évolution, de réponse au traitement qui vont être très différents, ce qui fait qu'un malade épileptique est difficilement comparable à un autre, car les causes vont être hétérogènes entre eux. Et donc, pour vous rappeler que l'épilepsie, on la développe à n'importe quel âge, tout au long de la vie. On peut faire de l'épilepsie quand on est tout petit, on peut développer de l'épilepsie, et vous le voyez, alors ce sont des vieilles séries américaines, mais qui servent encore de référence. On peut développer de l'épilepsie après 70, 75, 80 ans, à n'importe quel âge, avec cette forme de courbe en U. Mais les causes de l'épilepsie en fonction de l'âge vont être différentes, avec une prépondérance de maladies génétiques quand on est petit, et des maladies, par exemple, plutôt neuroévolutives, neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer ou les séquelles d'AVC, quand on évolue dans l'âge. Alors, fièvre, feu d'artifice. Donc là, ChatGPT nous avait aidé un petit peu. Donc là, on colle la thématique. C'est pour cette fois-ci, on vient de parler des causes d'épilepsie, que je voudrais distinguer en fait des facteurs favorisants, des triggers en anglais, qui sont différents. C'est-à-dire qu'on a une cause qui crée la maladie chronique, mais par-dessus, on peut rajouter des facteurs qui vont aider, ou enfin plutôt décompenser la maladie épileptique et favoriser les crises. Alors, est-ce que vous en connaissez, hormis les phénomènes visuels, photosensibilité? L'alcool, très bien. La fatigue. Le stress, on les a presque tous. Le premier facteur qui va favoriser les crises? La fièvre, mais c'est pas le premier. Alors, je vais y venir. Bon, on a parlé de fièvre, de feu d'artifice. Vous avez tous en tête peut-être cette image des Pokémon. On était à la fin des années 90. Plus de 600 enfants japonais vont faire des crises d'épilepsie après visionner de cet épisode avec des stimuli très répétés. Alors, c'est bien parce que ça a aidé à sensibiliser sur la maladie, ça a aidé à dédramatiser les choses, à donner des informations. C'est pas bien parce que ça a créé une idée reçue, en tout cas ça a enquisté une idée reçue comme quoi toutes les épilepsies sont photosensibles, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est une donnée approximative parce que les études ne sont pas d'accord, mais vous avez vraiment une minorité d'épilepsies photosensibles, c'est-à-dire que tous les sujets épileptiques ne vont pas faire systématiquement des crises avec des flashs stroboscopiques ou des images qui défilent. Il faut être rassuré avec les écrans aussi actuels, ce ne sont plus des écrans cathodiques, c'est plus la même façon de faire défiler les images, et puis évidemment on évite maintenant les dessins animés de ce type. Malgré tout, encore une petite proportion de patients vont faire facilement des crises quand on va leur présenter des stimuli intermittents, mais ce n'est pas le cas de tous les épileptiques. Alors parmi les autres facteurs qui vont favoriser la survenue d'une crise dans l'histoire de la maladie, le premier c'est l'oubli du traitement. C'est la première cause qui entraîne les récidives de crise et qui finalement amène les patients épileptiques aux urgences. Et donc un autre combat quotidien avec les malades épileptiques, c'est l'adhésion aux médicaments, l'adhésion au traitement, la bonne observance au traitement pour éviter ce type d'oubli et justement de crise sur un sevrage médicamenteux. Évidemment, s'il y a une infection, la fièvre, ça va favoriser également les crises d'épilepsie, même si le traitement est bien pris, l'alcool, la dette de sommeil, le stress. Il y a certains médicaments qui vont fragiliser un petit peu l'activité cérébrale, donc c'est pour ça que tout patient épileptique doit dire qu'il est épileptique quand il voit un médecin, pour que chaque médecin puisse ajuster au mieux ses prescriptions, notamment d'antibiotiques, d'antalgiques ou de médicaments à visée psychotrope. Alors le kindling maintenant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors c'est pas facile, là il faut être un initié à l'épileptologie. Kindling en anglais, ça veut dire embrasement, tout simplement. Et ça, c'est pour vous introduire en fait un des nombreux modèles d'épilepsie. Donc on est encore dans la thématique du feu. Donc les modèles d'épilepsie, étudier la maladie épileptique, on n'a encore pas tout compris, hein, loin de là, sur l'épileptogenèse, sur les mécanismes. On est vraiment de plus en plus performant dans le diagnostic des causes d'épilepsie, dans l'imagerie cérébrale, dans les techniques d'enregistrement, mais sur l'épileptogenèse et les causes des crises, on a encore besoin
d'aller loin et d'utiliser des modèles animaux, en particulier donc, les rats. Des rats qui peuvent être des modèles génétiques avec des mutations bien précises qui correspondent, en tout cas qui se rapprochent de pathologies génétiques humaines. Mais vous avez d'autres modèles épileptiques pour créer des lésions épileptogènes chez les rats. Donc on peut injecter des produits, comme par exemple de l'acide kainique dans certaines structures cérébrales. Mais vous avez aussi le modèle du Kindling, où là on va délivrer, alors ça peut paraître barbare, mais délivrer des stimulations électriques très répétées dans le cerveau d'un rat ou d'un autre animal pour petit à petit développer des réseaux pathogènes et des réseaux épileptiques pour finalement donc embraser les structures cérébrales. Donc on vient créer de manière artificielle un réseau épileptique par la technique d'embrasement, par le biais de stimulation électrique cérébrale. Alors les modèles animaux c'est bien pour comprendre l'épilepsie, mais on va malgré tout avoir besoin de modèles humains pour essayer d'approcher au plus près, parce qu'on ne peut pas tout transposer de l'animal à l'homme pour comprendre la maladie épileptique. Alors comment fait-on pour essayer d'avancer dans les corrélats neuronaux, dans les causes au niveau cellulaire, tissulaire de l'épilepsie chez l'homme? Alors je vous montre un petit peu ce qui représente nous notre travail quotidien dans notre équipe de recherche et notre équipe médicale. Notre façon d'étudier l'activité épileptique cérébrale, c'est via l'électroencéphalogramme. Il faut savoir aujourd'hui qu'on dispose de différentes techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale. Donc la première, la plus simple, c'est celle qui est non invasive, qui correspond à l'EEG de scalp. On pose des électrodes sur la tête, mais vous avez la possibilité d'aller plus loin, et je vais revenir dessus, par des enregistrements intracrâniens qui vont être réalisé uniquement chez une proportion bien ciblée de patients épileptiques qui est vraiment très minoritaire, ça ne correspond pas à tous les malades épileptiques, mais qui va devenir une source d'information extrêmement précieuse pour la pathologie épileptique. Donc vous avez par exemple ici donc, un exemple avec des électrodes intracrâniennes qui sont posées sur un cerveau, qui sont des grilles. Vous avez ensuite des électrodes intracrâniennes qui correspondent plutôt à des aiguilles. Et donc on augmente la résolution spatiale des enregistrements et on s'approche, on vient directement au contact des populations neuronales. Et on a même maintenant la possibilité chez ces patients de pouvoir y associer des micro-électrodes, des électrodes encore plus petites qui vont nous permettre d'aller traquer l'activité d'un seul neurone en même temps que des activités de millions de neurones à cette échelle. Donc vous allez pouvoir faire des corrélations à différentes échelles sur les activités pathologiques, sur les crises avec les populations cellulaires. Alors, pourquoi on va implanter des électrodes cérébrales? Il faut savoir que dans la population des 30% là, de patients épileptiques pharmacorésistants, on va pouvoir en guérir certains en enlevant la zone épileptogène. Donc, dans la majorité des cas, donc jusqu'à 70% des patients qu'on va pouvoir opérer, on va pouvoir les rendre libres de crise. Comment on fait pour détecter cette zone épileptogène? On va d'abord leur proposer un bilan non invasif. On fait un EEG pour essayer d'enregistrer des crises avec un EEG de scalp. On y couple de l'IRM, des tests de mémoire, un bilan neuropsychologique. Et dans la plupart des cas, on peut dire le patient est opérable, on sait où c'est, ou le patient n'est pas opérable, c'est une contre-indication chirurgicale. Mais il y a des cas où on a des doutes et on n'est pas capable de conclure, il y a des discordances dans le bilan, on est obligé d'aller plus loin et on est obligé d'augmenter la résolution spatiale des enregistrements. Et c'est chez ces patients-là qu'on va proposer l'implantation de quelques électrodes intracérébrales pour essayer de mieux déterminer où se déroulent les crises et où elles démarrent. Et c'est par exemple ici le cas, vous avez l'exemple ici d'un échantillon d'activité cérébrale qui a été enregistré chez l'une de nos patientes. On voit ici en intracrânien dans la région temporale droite, qui est une région profonde, qui est difficile à capter par ce type d'électrode qu'on pose sur la boîte crânienne. Eh bien, on peut voir le départ de la crise qui va définir la zone épileptogène. On peut voir la zone de propagation. On peut repérer des activités épileptiques intercritiques des deux côtés qu'on n'aurait pas forcément repérées en surface. Et donc, on va être extrêmement performant sur le plan clinique pour décider si on peut opérer ou non les malades. Et alors, je vous présente ça, ces modèles d'études, tout simplement parce que on vient à un autre terme qui est en rapport avec le feu, c'est le firing rate en anglais, qui est le taux de décharge en fait. Donc la traduction est un peu plus éloignée de la sémantique du feu en français, mais en anglais vous avez le firing rate. Et le firing rate c'est quoi? C'est le taux de décharge neuronale. Et donc on approche par le biais de ces électrodes intracérébrales le taux de décharge neuronale pendant les crises, donc la façon dont ont les neurones de s'activer au moment de la crise. Alors là c'est une électrode qu'on utilise à Toulouse dans notre équipe de recherche, qui est un peu particulière. Donc c'est par exemple c'est l'électrode qu'on implante chez nos patients épileptiques habituels, qui nous sert pour le bilan clinique. Et on a déployé, en fait, on peut déployer après l'implantation des toutes petites électrodes, une fois qu'elles sont implantées, qui sont ici agencées par 4. Elles font 20 micromètres de diamètre. Et ces électrodes ont un design tellement
tellement particuliers qu'elles nous permettent d'enregistrer l'activité cérébrale à différentes échelles. Vous pouvez enregistrer des populations de neurones, vous pouvez enregistrer des populations de neurones beaucoup plus réduites sur les microélectrodes, et vous pouvez même traquer des neurones, des activités neuronales unitaires, comme ici par exemple sur ce schéma. Donc vous avez l'électrode qui nous permet d'enregistrer une dizaine par exemple de neurones et donc de faire des corrélations avec les activités pathologiques que vous voyez à d'autres échelles. Et là encore, on va retrouver par exemple dans la façon de représenter les résultats un peu de feu dans les images. Là, c'est une autre carte temps-fréquence, justement au moment du départ des crises. Comment on fait pour analyser l'activité cérébrale? Alors j'espère que je ne perds personne, mais là vous avez une crise d'épilepsie qui démarre sur le G, donc c'est très condensé dans le temps, c'est pour ça que ça n'a pas le même aspect que tout à l'heure, mais là vous avez le départ de la crise. Sur la carte temps-fréquence, on voit des modifications fréquentielles, on les voit bien ici, si on fait un zoom, vous avez le départ de la crise, et on peut regarder l'activité des neurones. Et là par exemple, SUA en anglais, ça veut dire neurone unitaire, donc vous avez 3 neurones, ici, 3 petits neurones, et on voit à chaque trait, en fait, c'est le moment où il décharge. Et par exemple, si vous prenez le neurone vert, eh ben, il va beaucoup décharger un petit peu avant la crise, mais surtout, il va complètement s'activer au moment de la crise d'épilepsie. Et là où c'est intéressant, c'est que vous avez un autre neurone qui, lui, par contre, s'éteint pendant la crise. Donc vous avez à la fois une hyperactivation de cellules au moment des crises, mais vous avez d'autres neurones qui s'éteignent, et c'est cette coactivation, co-inhibition de neurones qui peut expliquer la survenue d'un état critique, d'un état de crise chez nos malades. Donc on obtient beaucoup d'informations avec ces électrodes sur les réseaux neuronaux. Alors je vais terminer par les thermocoagulations. Vous l'aviez trouvé dans les termes. Thermocoagulation, c'est quoi? Alors on est encore dans la sémantique du feu. Donc on a utilisé le feu pour comprendre l'épilepsie, pour le placer dans la société, pour en comprendre la physiopathologie, pour essayer d'aboutir au fonctionnement neuronal. Et maintenant, on va utiliser le feu pour essayer de traiter l'épilepsie. Il faut savoir donc, que quand les maladies épileptiques ne répondent pas au traitement, donc certaines épilepsies pharmacorésistantes, on va pouvoir proposer une chirurgie en retirant la zone malade. Mais on va également pouvoir proposer des techniques alternatives à la chirurgie, notamment dans les structures qui sont difficilement accessibles. Vous avez ici par exemple ce qu'on appelle de la thermocoagulation. Sur les mêmes électrodes que l'on a implantées, que je vous ai présentées tout à l'heure pour essayer d'enregistrer l'activité cérébrale à l'échelle du millimètre, eh bien on va pouvoir envoyer des stimulations radiofréquences, donc créer de la chaleur qui va venir détruire les zones neuronales malades chez les malades, et donc parfois permettre de s'épargner d'une chirurgie, ou alors donner des résultats très intéressants sur le plan pronostic pour une future chirurgie chez les malades épileptiques. Vous avez d'autres techniques qui sont en cours de développement et qui commencent à être très fréquemment utilisées. Vous avez la technique de la LIT. On utilise un rayon laser en fait, qui vient se localiser. Donc là encore, on a besoin d'une électrode qui va délivrer ce courant laser juste dans une petite lésion et qui permettent d'aller détruire des lésions profondes qui sont à l'origine des crises d'épilepsie. Et vous avez également la radiochirurgie. Cette fois-ci, ce sont des rayons gamma, donc on est dans des rayons radioactivité, ou qui sont bien ciblés tous. Donc vous avez différents rayons qui vont venir attaquer une lésion. Et donc dans toutes ces situations, la chaleur va permettre de détruire une anomalie cérébrale qui est à l'origine des crises d'épilepsie. Alors, je ne vais pas en parler parce qu'on s'éloigne de la thématique du feu, mais c'est juste pour vous introduire. On a ces techniques, on a la chirurgie, mais on a toute une série de techniques en développement qui correspondent cette fois-ci à la neuromodulation, où ce sont des stimulations électriques de faible intensité, pas de chaleur, pas de destruction. Ce sont comme des pacemakers finalement, mais qui sont ciblés dans différentes structures cérébrales pour essayer de limiter la survenue de crise. Là encore, dans certains types d'épilepsie focale, on est dans des niches de patients épileptiques, on ne peut pas les proposer à n'importe qui. Alors, vous aviez vu également dans les termes tout à l'heure fireman, pour sapeur-pompier. C'est pour les répercussions socio-professionnelles de la maladie épileptique. Alors, vous en connaissez des répercussions? On ne peut pas conduire. On ne peut pas du tout conduire. Alors le problème de l'épilepsie, effectivement, c'est que ça va avoir des grosses répercussions, et c'est peut-être des fois ce qui est le plus difficile à entendre pour les malades sur les premières consultations, à la fois sur l'activité professionnelle, et c'est pour ça que je prends l'exemple des sapeurs-pompiers, parce qu'un sapeur-pompier épileptique, ça va être difficilement compatible. Alors effectivement, les répercussions socio-professionnelles sur le permis de conduire. On a des contre-indications temporaires à la conduite automobile chez un grand nombre de malades épileptiques. Ça va avoir des répercussions donc, sur l'activité professionnelle, sur la scolarisation et sur le sport. Mais l'idée, en fait, quand le diagnostic d'épilepsie est fait, c'est tout d'abord d'être plus malin que cette pathologie, parce qu'il y a plein d'adaptations, il y a plein d'aides qui vont être possibles. C'est-à-dire que tout n'est pas inévitable, tout n'est pas interdit avec la maladie épileptique. Si on prend par exemple le permis de conduire, alors certes,
il va y avoir une contre-indication pour les véhicules légers d'1 an sans crise. Il faut 1 an sans crise avant de pouvoir conduire. Mais ce n'est pas une contre-indication définitive. Donc un grand nombre de malades va pouvoir reconduire après validation par la préfecture, par un médecin agréé. Ça devient effectivement par contre beaucoup plus compliqué si c'est des poids lourds parce que la législation elle est plus stricte. Donc là il vaut mieux effectivement anticiper un changement, une réorientation professionnelle dans ces cas-là pour ne pas être dépendant de la conduite automobile et d'une perte d'autonomie si on développe de l'épilepsie. Ensuite, les métiers. Alors, les métiers, il y a des professions qui vont être contre-indiquées. Électricien, c'est difficilement compatible avec la maladie épileptique. Grutier, on m'a demandé si vous pouvez être grutier alors que l'épilepsie n'est pas contrôlée. Non, c'est pas une bonne idée. Travailler sur des fosses, c'est pas une bonne idée. Donc si on est jeune, qu'on a le diagnostic d'épilepsie, on peut anticiper des orientations. Le médecin du travail, ça va être un excellent conseil aussi pour adapter les postes professionnels. Donc il y a des solutions qui existent. C'est plus compliqué d'anticiper une orientation effectivement quand on a 50 ans, mais malgré tout, il y a beaucoup de solutions qui existent. Le temps partiel va permettre des fois aussi de régler beaucoup de problèmes dans l'épilepsie. Après, vous avez des aides, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, l'affection de longue durée si on est pharmacorésistant, les allocations adultes handicapés pour les cas les plus sévères. Donc on a malgré tout un système de support au niveau sociétal qui va nous permettre d'aider les malades en plus en difficulté avec les professions. Pour l'école, l'école ça peut très très bien se passer la plupart du temps. Quand on peut proposer des PAI, des projets d'accueil individualisés, pour rassurer les enseignants, pour rassurer les parents aussi, pour mieux encadrer les enfants scolarisés. Des tiers-temps sont possibles, et pour les cas les plus compliqués, il existe des instituts médico-éducatifs pour pallier au déficit des patients, et en tout cas le sport. Alors beaucoup de patients épileptiques pensent qu'ils ne vont plus faire de sport, mais les contre-indications, elles sont très rares. Les principaux sports, c'est la plongée, l'alpinisme, le parachutisme, mais la plupart des autres, vous pouvez les continuer. Au contraire, tout ce qui fait du bien finalement au corps fait du bien à l'épilepsie. On peut nager quand on est épileptique, évidemment sous surveillance, et on évite d'aller nager, par exemple, seul en eau libre, ça c'est contre-indiqué, mais on évite de nager au début de l'histoire d'une épilepsie quand on n'est pas sûr qu'elle est bien stabilisée, mais s'il y a surveillance, s'il y a encadrement, la natation n'est pas une contre-indication formelle à la maladie, avec la maladie épileptique. Et pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec l'épilepsie, donc c'est peut-être cliché, mais je vais vous remontrer quand même qu'on peut réussir largement sa vie en étant épileptique et qu'on peut également avoir plus ou moins d'acquaintance avec le feu. La première, c'est Agatha Christie. Alors, je ne sais pas si vous savez qu'elle a écrit. En tout cas, elle a écrit un livre qui s'appelle Feu d'artifice. Voilà, je ne le savais pas. Vous avez Flaubert, qui lui a écrit Rêve d'enfer. On est encore un peu dans la thématique. Napoléon était épileptique, qu'on peut voir ici au coin du feu dans un bivouac à Wagram, je crois. Dostoïevski, un des plus connus. Alors c'est le seul portrait de lui que j'ai trouvé devant une flamme, une bougie. Il a écrit Les démons, malgré tout, donc on reste un peu dans la thématique du feu. Et vous avez évidemment Alfred Nobel qui lui a créé la dynamite et qui s'en est beaucoup voulu avec la création du prix derrière. Après, alors il y a beaucoup d'autres épileptiques célèbres, mais là par contre j'ai beaucoup galéré à trouver des liens avec le feu, mais vous en trouverez peut-être. Et si je vous dis arme à feu, vous pensez à qui ? Alors, il y a une législation, enfin, il y a des contre-indications pour les chasseurs épileptiques. Donc, c'est aussi, il y a des précautions à prendre quand on est épileptique et chasseur. Mais si je vous parle d'arme à feu, c'est pour Van Gogh. Van Gogh, eh ben, comme pour Jeanne d'Arc, il y a un grand nombre de théories, notamment plusieurs épileptologues qui ont proposé, alors, il y a des interprétations diverses, maladie bipolaire, crise de folie, mais crise de folie qui pourrait être en lien avec des crises répétées, en tout cas. Et donc il y a des arguments, là encore, assez solides pour penser que Van Gogh faisait des crises d'épilepsie avec des symptômes peut-être de psychose post-ictale. En tout cas, il y a des arguments solides. Et puis surtout, Van Gogh, lui aussi s'est intéressé au feu. Là, c'est son tableau Le Verger en feu. Il a peint beaucoup de paysans auprès d'un foyer. Donc c'est un exemple d'un des nombreux tableaux avec des paysans auprès de l'âtre, par exemple. Voilà, et je termine par une question. Quel est le lien entre Marcel Proust, le feu, et l'épilepsie? Vous allez me dire, Marcel Proust était épileptique. Scoop. Alors non, il n'était pas épileptique, pour le coup. C'est la stéréoélectroencéphalographie. Alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur parce que je travaille en recherche dessus. La stéréoélectroencéphalographie, pourquoi? Alors l'EEG, c'est justement la technique qui consiste à implanter les électrodes dont je vous ai parlé tout à l'heure pour aller enregistrer l'activité cérébrale chez les patients épileptiques, pharmacorésistants, chez qui on n'a pas pu conclure avec un premier bilan, mais chez qui on pense qu'une chirurgie pourrait peut-être être
les aider en tout cas, il faut essayer de déterminer si elle est possible. Comment ça se passe? Une stéréoélectroencéphalographie. Les neurologues, les neuroimageurs, les neurochirurgiens vont faire des hypothèses sur la localisation des zones épileptogènes avec le bilan qui a été réalisé de manière non invasive avant. Le chirurgien va implanter les électrodes dans les zones qu'on a choisies. L'intervention, elle dure 1 heure et les malades sont réveillés et on les garde en hospitalisation pendant plusieurs jours. Les électrodes sont quasiment oubliées, ça fait plus mal à ce stade-là, et on peut enregistrer l'activité électrique cérébrale. Et le but, c'est d'essayer d'enregistrer des activités intercritiques, mais aussi des crises sur cette période, pour avoir beaucoup d'informations sur leur localisation. Et on peut leur proposer des tâches cognitives, parce qu'ils ont du temps, parce qu'il y a des temps morts qu'on peut occuper, et ça nous donne des informations sur le fonctionnement cérébral. Et on va aussi pouvoir leur proposer, et c'est systématique dans le bilan clinique, des stimulations de très faible intensité, indolores, sans risque, mais qui vont provoquer soit des crises d'épilepsie, ça nous aide à déterminer la connectivité cérébrale, soit des phénomènes cliniques un peu particuliers. Et parmi ces phénomènes cliniques, eh bien, on va pouvoir provoquer des réminiscences, c'est-à-dire des souvenirs, quand on stimule dans certaines régions. Alors si je vous ai parlé de Proust, c'est parce que, on va y venir, on a provoqué un souvenir chez une de ces patientes, donc là c'est l'équipe de Marseille qui publie un cas particulier d'une patiente qui a été stimulée dans l'amygdale. Elle va ressentir une odeur de brûlé, donc là vous voyez le lien avec la thématique d'aujourd'hui, une odeur de brûlé qui l'a ramenée dans son enfance, puisque c'était l'odeur de brûlé qu'elle a ressentie exactement le jour où elle était auprès d'un feu sur le bord d'une rivière pendant ses vacances alors qu'elle avait 15 ans. D'accord. Alors, ce type d'exemple, donc on a déclenché une réminiscence induite par une stimulation électrique de très faible intensité. Elle s'y attendait complètement, enfin, elle s'y attendait pas du tout. C'est des choses finalement qui sont relativement décrites. Dans la littérature, vous allez trouver 80 ans de description de ce type de phénomène qui est relativement rare, mais qui nous donne beaucoup d'informations sur les réseaux à l'origine des crises. Donc, pour récapituler, l'épilepsie, ça devient une porte d'entrée vers beaucoup de phénomènes en neurosciences, notamment via la stéréoélectroencéphalographie. Proust, c'est une madeleine qu'il avait trempée dans le thé, qu'il avait ramenée dans son enfance chez sa tante Léonie. Donc là, vous aviez un indice environnemental qui est cette madeleine qui a provoqué chez lui un souvenir involontaire et inattendu. Et bien maintenant, on est presque capable de provoquer un petit peu la même chose. Peut-être qu'on aurait pu faire la même chose avec Proust, on aurait pu l'envoyer à Cabourg, à Balbec, avec une stimulation cérébrale plus ou moins dirigée. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces phénomènes, on en a publié plusieurs, vont être également décrits dans la maladie d'Alzheimer, chez des malades qui vont être stimulés pour essayer d'améliorer leur performance mnésique, avec le même type d'électrode dans une région cérébrale profonde, dans le fornix. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'anodin, c'est quelque chose qui devient très intéressant, parce que ça nous donne finalement des portes d'entrée vers la mémoire, et on est capable finalement peut-être même de la diriger chez certains malades. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'était pour terminer. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jonathan. On a le temps pour quelques questions s'il y en a dans le public. En attendant que les micros circulent, j'ai juste une demande de précision. Est-ce que c'est possible que des patients n'aient que des épilepsies focales toute leur vie versus des patients qui auraient que des épilepsies généralisées toute leur vie? Alors oui, c'est-à-dire qu'il faut bien... Donc, on est un peu vraiment tatillon sur les termes. Donc épilepsie, ce sera vraiment la maladie chronique qui répète les crises. Et donc des malades qui ont une épilepsie généralisée vont systématiquement faire des crises généralisées, qui peuvent avoir différentes formes. Ça peut être des crises avec des convulsions. Dans certaines formes d'épilepsie généralisée, certaines crises généralisées sont beaucoup moins impressionnantes, avec des absences ou juste des myoclonies. Après, on a un cadre avec des crises, des épilepsies focales, où là, les crises partent toujours d'un point précis, et les malades peuvent faire tout au long de leur existence des crises focales sans généralisation secondaire. Donc on peut par exemple avoir des malades qui ne feront toute leur vie que des bouffées de chaleur avec une sensation d'angoisse, et ça n'ira pas plus loin. On peut avoir dans des situations de stress chez ces malades, si par exemple une grosse dette de sommeil, un oubli du traitement, une généralisation secondaire, donc des crises qui peuvent être plus intenses, plus sévères à certaines périodes de vie, mais avec un point de départ qui restera toujours le même. Mais oui, on peut avoir des malades sans généralisation, sans crise généralisée, en tout cas sans crise secondairement généralisée tout au long d'une existence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je ne vous vois pas très bien. Alors, ça va être compliqué, il faudrait une conférence
entière, mais une des premières explications simples, c'est que le médicament, il n'est pas là pour enlever la cause de l'épilepsie. C'est-à-dire que vous avez toujours une substratum qui fait derrière, qui hyperactive les neurones. Et donc la cause, tant que la cause est là, finalement, c'est difficile de contrôler complètement les choses. Donc le traitement, il est là pour stabiliser une activité électrique cérébrale sur une lésion qui est toujours là, sur une anomalie qui est toujours là. Et en fonction de la cause, on va avoir des épilepsies qui vont être plus ou moins pharmacorésistantes. On sait qu'il y a des lésions qui vont être plus compliquées à gérer parce qu'il y a des réseaux qui vont être plus complexes associés à l'épilepsie. Donc, c'est un des premiers. La cause même toujours présente est une des causes de pharmacorésistance. Et les mécanismes qui expliquent l'épileptogénèse sont très variables en fonction des causes d'épilepsie. On a des réseaux, par exemple, autour de malformations vasculaires comme les cavernomes, qui sont très différents de ceux qu'on observe dans une séquelle d'AVC ischémique. Et donc, les moyens de contrôle des crises vont être très variables. Pareil pour les malformations corticales de développement. Et donc, tant que la cause est là, on a très souvent des difficultés à contrôler le traitement. Après, il y a des sensibilités individuelles aussi. Les médicaments antiépileptiques vont agir, donc il y a des différentes classes moléculaires, ils vont agir différemment. Il y a certains patients qui vont répondre mieux à d'autres médicaments. Il y a également un autre facteur qui est quand même très important à prendre en compte, c'est le contexte de vie du malade, sa façon aussi, c'est le stress environnemental pour lui, c'est sa façon de prendre le traitement, c'est son équilibre, son hygiène de vie, son équilibre veille-sommeil. Enfin, il y a plein de choses intriquées qui peuvent expliquer, mais le fait qu'il y ait déjà une cause encore présente, ça explique, c'est un des premiers facteurs de pharmacorésistance, et ce qui explique d'ailleurs que le seul traitement qui va être curatif et guérir les malades, c'est la chirurgie, avec le retrait de la zone épileptogène dans son intégralité. Oui. On va vous donner un micro, comme ça tout le monde peut entendre. Merci. Il me semblait justement que même une fois qu'on ait retiré la zone, alors qu'il peut être une tumeur, ça pouvait perdurer avec une cicatrice au niveau. Voilà. Quand on a retiré la zone épileptogène dans son intégralité, théoriquement, le point de départ des crises, il n'est plus là. Donc normalement, on a guéri le malade. Les cas où les chirurgies ont été des échecs, entre guillemets, échecs parce que c'est pas toujours un échec, les patients vont des fois mieux après, même s'il y a encore des crises, mais échec quand il y a encore des crises, c'est que généralement on n'a pas été complètement, on n'a pas retiré intégralement la zone malade. Donc il est possible qu'il y ait des chirurgies qui aient été faites que trop partiellement parce qu'on s'est trompé dans le bilan chirurgical, tout simplement, on n'a pas bien localisé la zone, ça arrive des fois, ou alors on a localisé que de manière partielle, ou alors on le savait d'avance parce que la chirurgie elle pouvait pas tout enlever, parce que c'est des fois des difficultés d'accès. Mais normalement, si on a retiré le point de départ des crises, le patient guérit s'il a été retiré dans son intégralité. Mais il y a des situations où on ne peut pas forcément tout enlever. Voilà. Il y a une part d'incertitude, ça fait partie des risques. Les pourcentages, on le sait, quand on adresse des patients vers une chirurgie d'épilepsie, c'est 50 à 70%. Pourquoi c'est variable? Parce que ça dépend du type d'épilepsie, de la région cérébrale. Mais le taux de réussite, c'est autour, par exemple, dans une chirurgie du lobe temporal classique, c'est 70% de patients qui vont être libres de crise après la chirurgie. Merci. Il y a une question au fond. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. J'ai deux questions. Je pense que je vais commencer par la plus facile. C'est comment on passe les électrodes dans le cerveau. On fait un petit trou et puis on passe à travers. Et la deuxième, c'est, vous avez dit que la première cause de crise, c'était l'arrêt des médicaments. Donc, j'aimerais savoir quels sont les effets secondaires des médicaments qui éventuellement font que les gens arrêtent. Et il me semble qu'il y a un certain nombre d'années, il y a eu quand même des scandales sur des médicaments qui posaient des problèmes sur la malformation des enfants pour les femmes. Alors, première question sur le passage des électrodes. Effectivement, donc on fait un trou. C'est un trou, même pour prendre un terme qui peut faire peur, mais c'est comme un forage. Et c'est fait par un chirurgien sous anesthésie générale, avec un positionnement. On a des techniques de robotique informatique et donc une technique qu'on appelle la stéréotaxie,
qui nous permet de positionner extrêmement bien, extrêmement précisément le passage de l'électrode. Donc oui, on fait un passage, il faut passer au travers des structures cérébrales. Donc c'est pour ça que c'est invasif, que c'est proposé qu'à certains malades bien ciblés, qu'on ne va pas le proposer à n'importe qui. Il y a des risques, 4%, ce qui est peu malgré tout, mais 4% de complications potentielles. Qu'on fait tout pour, par exemple, pas traverser des vaisseaux sanguins parce qu'il y a un risque hémorragique. Mais si on propose à des malades, c'est que la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le bénéfice qu'ils pourraient tirer d'une chirurgie sur leur vie future, est bien plus important que les risques qu'ils encourent avec ce type d'exploration. Et donc l'ASEG, indéniablement, va changer la vie d'un grand nombre de malades et mérite qu'on prenne ce risque et qu'on fasse un trou au niveau... mais après, ça cicatrise, en tout cas au niveau de la boîte crânienne, il n'y a pas de problème de ce côté-là et ça ne pose pas de complications, en tout cas au niveau local. Pour revenir aux médicaments, alors les effets secondaires des traitements, il y en a beaucoup et qui vont être très variables en fonction des classes moléculaires, mais ça peut être pour les plus fréquents de la fatigue, ça peut être des sensations de vertige, des sensations de tremblement, des troubles digestifs. Il faut faire la distinction entre des molécules de première génération, nos anciennes générations et des molécules de nouvelle génération, des molécules de nouvelle génération qui sont quand même beaucoup mieux tolérées, pour lesquelles on a peu d'inquiétude sur la prise du traitement sur du très long terme, pour lesquelles on a par contre peu de connaissances parce qu'elles sont trop récentes et qu'on n'a pas pu faire d'études chez les femmes enceintes sur leurs effets sur la grossesse. Donc les effets secondaires de médicaments, ils sont très variables. Il faut, et là c'est impossible de vous les énumérer ce soir, mais ils vont être très variables en fonction de leur mécanisme d'action. On informe systématiquement les malades sur les effets secondaires les plus fréquemment observés en fonction des traitements avant la mise en place du médicament. Et effectivement, un des motifs d'arrêt du traitement, c'est une mauvaise tolérance. Par exemple, certains médicaments antiépileptiques vont aussi s'accompagner de modifications du caractère, de l'irritabilité, par exemple, ou de la tristesse de l'humeur qui est inhabituelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces effets secondaires-là, dans tous les cas, sont réversibles et vont disparaître dans les semaines qui suivent l'arrêt d'un médicament. Pour revenir aux médicaments qui ont fait scandale, je pense que vous évoquez la dépakine, le valproate de sodium. Effectivement, c'est un médicament qui est tératogène, comme d'autres médicaments antiépileptiques, c'est-à-dire qu'il va entraîner des malformations sur le développement fœtal, notamment s'il est pris dans les premiers mois d'une grossesse. Aujourd'hui, c'est un risque qui est qui est très bien connu de la part des neurologues, c'est-à-dire que ce n'est pas une molécule qu'on va proposer aux femmes jeunes en âge de procréer d'emblée, que si on la propose, c'est parce qu'on n'a pas eu de choix, que c'est fait en concertation avec la patiente qui doit signer un formulaire de consentement, et dans des situations qui sont extrêmement ciblées, quand on est obligé de privilégier la maladie épileptique et que le choix de la molécule de ce type s'impose. Pour d'autres médicaments, on sait que certains médicaments ne sont pas tératogènes parce qu'il y a eu des études dans des registres qui ont été bien menées, notamment à l'échelle européenne, chez des femmes enceintes qui prenaient ces traitements, comme la lamotrigine, donc on peut proposer, ou le lévétiracétam, qu'on peut proposer facilement. Pour d'autres molécules, les plus récentes, il y a une stratégie de précaution, c'est-à-dire qu'on évite de les prescrire quand on peut, mais quand on ne peut pas, parce qu'on a essayé les lignes qui n'étaient pas tératogènes avant, on les met en place malgré tout, en informant les patientes, et avec une surveillance échographique qui est renforcée. Mais malgré tout, pour un certain nombre de situations, il est inévitable d'avoir recours à ces traitements. Dans tous les cas, il faut mettre de côté ces croyances autour des médicaments antiépileptiques. Un patient épileptique qui ne prend pas son traitement ira beaucoup plus mal qu'avec un médicament. Que s'il y a des effets secondaires, il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire qu'on peut essayer de changer les traitements, que ça doit se faire en concertation avec le médecin et que ça ne doit pas se faire en automédication. Il faut surtout éviter les arrêts brutaux des traitements, parce qu'effectivement, un sevrage brutal d'antiépileptiques, ça peut être catastrophique, avec un risque d'état de mal. Mais il y a plein de solutions et d'ajustements, d'associations thérapeutiques qui peuvent être faites pour en favoriser la tolérance. Voilà. On va prendre peut-être une dernière question, après on va devoir s'arrêter, je suis désolée. Merci pour cette présentation. La neuromodulation, du coup, fonctionne très bien chez les patients parkinsoniens et je me demandais quelle était la part des patients qui devaient être opérés, de patients du coup, qui recevaient un dispositif de neuromodulation dans les cas de crise d'épilepsie. Alors, la neuromodulation, elle est utilisée en pratique courante maintenant à visée de traitement symptomatique dans la maladie de Parkinson et ses apparentés. Ce n'est pas le cas dans la maladie épileptique. Quand on considère la neuromodulation par stimulation profonde, c'est-à-dire on va implanter des électrodes intracérébrales, comme celle de la SEEG qu'on laisse en place, pour une raison simple, c'est que pour l'instant on ne maîtrise pas les cibles idéales, on ne sait pas encore quelles sont les meilleures cibles, donc il y a plusieurs études, en tout cas plusieurs protocoles en cours pour cibler par exemple le thalamus,
des protocoles qui ciblent la zone épileptogène. Aux États-Unis, ils ont une technique de stimulation qui est la responsive neural stimulation, où là vous avez cortical stimulation, vous avez un petit boîtier qui est posé sous la boîte crève, enfin, sous le cuir chevelu, qui détecte le départ des crises et qui stimule dans le point de départ des crises. Mais ce n'est pas encore développé en pratique courante ici, en tout cas en Europe, en France, mais c'est à l'étude. Une des stimulations qu'on utilise par contre en pratique courante, c'est la stimulation du nerf vague, où là vous avez un boîtier qui ressemble à un pacemaker, qui est placé sous la peau, sous le thorax, qui vient se connecter au nerf vague, qui lui, le nerf vague étant connecté naturellement à des structures cérébrales dont le thalamus, et il va venir finalement réguler l'activité cérébrale vers les stimulations. Donc c'est un traitement d'appoint, au traitement médicamenteux, un traitement complémentaire qui va permettre de diminuer la fréquence des crises, de diminuer l'intensité des crises, mais il faut être honnête, pas pour l'instant qui n'est pas capable de guérir les malades en eux-mêmes. Mais par contre, c'est une voie d'exploration qui est très importante. Il y a beaucoup de travaux qui sont en cours, justement pour essayer de cibler les meilleurs sites à stimuler et les meilleurs paramètres à choisir pour les stimulateurs pour essayer d'améliorer les choses, quoi. Et le dispositif aux États-Unis porte ses fruits ou c'est compliqué? Alors il y a eu des résultats qui étaient intéressants, ça guérissait pas les malades, des résultats qui sont intéressants en tout cas sur la diminution de crise, c'est pour ça que ça continue. Malgré tout, c'est pas anodin. Après, la technique fait des progrès avec diminution de la taille, mais il y a en tout cas toute une littérature sur ces différentes techniques de stimulation qui est très prometteuse en démontrant quand même des effets significatifs, pas de guérison, mais en tout cas des effets significatifs, et surtout qui deviennent de plus en plus intéressants avec les années qui passent, ce qui n'est pas forcément le cas avec les médicaments, où on peut avoir des phénomènes d'échappement ou le besoin de revoir une molécule, d'augmenter les doses. Là, on a, par exemple, avec le stimulateur du nerf vague, des effets qui sont de plus en plus intéressants avec les années qui passent. Donc on est dans une autre échelle temporelle d'efficacité qui justifie en tout cas de maintenir toutes les voies de recherche. Mais en tout cas, c'est très actif de ce côté-là. Merci, je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Merci encore beaucoup, Jonathan. Merci à tous d'être venus. Je me permets juste de rappeler que la Semaine du cerveau continue, donc n'hésitez pas à aller voir notre programme sur Toulouse, et il y a même aussi des événements en ligne sur semaine-du-cerveau.fr. Et vous pouvez continuer de suivre ce que fait le Quai des Savoirs avec leur exposition qui dure jusqu'au 5 novembre, Feu, méga feu. Merci encore à eux de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Jonathan. Très bonne fin de journée à tous. Au revoir.